Ici le Dr Paul Simard, psychologue, et bienvenue dans le défi Psychoctober, un défi qui consiste à faire une vidéo par jour à tous les jours du mois d'octobre. Aujourd'hui, on va parler des émotions détraquées et comment on fait pour les retraquer. Donc, pour bien se connecter avec les émotions, savoir leur laisser jouer leur rôle. On va voir également comment on peut lutter contre elles, les transformer, les mettre sous condition ou retrouver la spontanéité. Avant d'entrer au cœur du sujet, je vous fais mon petit préambule pour vous rappeler que l'éducation psychologique du format vidéo ne remplace pas une psychothérapie. Bien sûr, j'engage mon titre de psychologue lorsque je fais des déclarations publiques, donc chacune de mes déclarations ou mes informations que je vous partage se veulent inspirer des données généralement reconnues en psychologie et des balises scientifiques à ma connaissance. Et c'est imparfait, hein, je ne suis pas le puits de savoir total. Donc, gardez à l'esprit qu'il s'agit d'une synthèse de sujets autrement complexes et que mon objectif, c'est de vous équiper de bases conceptuelles pour vous aider à jongler là-dedans. Si vous voulez aller un pas plus loin, que vous avez des questions techniques, je vais mettre le lien en description. Il y a mon programme de questions confidentielles qui vous permet de poser des questions d'approfondissement technique que je vais répondre à chaque semaine dans mon groupe privé. Et si vous voulez me rejoindre pour des consultations, il y a également mes coordonnées disponibles. Vous avez juste à me contacter en privé, texto, courriel. Je vais vous envoyer tous les détails reliés à la prise de rendez-vous avant même la fixation du premier rendez-vous. Donc, si vous éprouvez des inconforts au cours de la vidéo ou que le sujet ne s'applique pas à vous, je vous invite à rester libre de disposer de la vidéo parce que là, on commence avec de l'éducation psychologique. Donc, c'est quoi ça, une émotion? Il y a beaucoup de gens qui viennent en thérapie et qui ne savent pas trop comment jongler avec ça, qui ne savent pas trop quoi en faire, ne savent même pas c'est quoi une émotion. Puis, il y a un exemple que je trouve qui est assez éloquent, qui utilise le jargon québécois, là, de personnes qui n'ont pas accès à leurs émotions. Là. Puis, ils sont pas bien, par contre. Là. Ils se sentent pas bien. Là. Donc, souvent, les gens qui résistent contre l'émotion ou qui les mettent à distance, ce que j'entends qu'ils disent, ils vont dire deux options. Soit moi, je suis en crise, ou soit je m'en crisse. Donc, c'est l'argot pour accentuer la puissance. Donc, en crise, m'en crisse, ça voudrait dire quoi? Colère, puis débarrasser des choses, donc on reste dans le registre de la colère. Mais étant donné que ce n'est pas la seule émotion qui est présente dans le corps humain, ça se pourrait-tu que parfois certaines personnes utilisent la colère ou la brusquerie pour masquer une autre émotion? Bien, la réponse facile, c'est oui. Il y a certaines personnes qui vont avoir plus d'aisance à exprimer certaines émotions pour aller chercher quelque chose de familier, pour aller chercher un avantage secondaire. Qu'est-ce que ça pourrait être, l'avantage secondaire, mettons, d'être brusque, d'être colérique? Ça pourrait, par exemple, être l'impression de contrôle, parce que là, quand je bouscule un peu les autres, puis je dis non! Dans le fond, je suis en train de contrôler la situation. Puis en psychologie, lorsqu'on contrôle quelque chose, c'est entre autres le remède, ou on pourrait dire la barrière, pour ne pas ressentir l'incertitude et la peur. Oh! On vient de voir apparaître une deuxième émotion, la peur. Ça veut dire que la colère manifestée pourrait parfois s'exprimer pour masquer une peur présente. Puis là, on demande à la personne, mais de quoi avais-tu peur pour être autant dans le contrôle? Elle va dire, j'ai pas peur! Ce qui est très possible en réalité. Je ne suis pas en train de vous dire que systématiquement la colère masque la peur. Ça aussi, c'est parmi les grandes confusions que je vois souvent dans les livres ou dans les conférences ou les gens qui parlent des émotions sur le web. C'est comme si des gens ont des préférences affectives lorsqu'ils font des démonstrations publiques, ben c'est comme s'ils vont installer à l'intérieur de leur discours, vous savez dans le fond, c'est parce que vous êtes triste que vous utilisez la colère. La colère masque la tristesse. Mais ça se peut, mais pas systématique. Donc avant de retourner dans les amalgames et les résistances, et si on commençait par les définir, ces émotions-là? Bien, moi, j'aimerais vous proposer un modèle conceptuel avec les 5 émotions. Puis là, il y a souvent des gens qui vont rajouter une sixième, là, la surprise, mais moi, je ne pense pas que c'est une émotion, je pense que c'est une réaction du système nerveux, la surprise. Donc, les émotions qui sont présentes dans des activations des aires cérébrales bien spécifiques sont présentes dans toutes les cultures du monde. Donc, joie, tristesse, colère, peur, dégoût. Ce sont tous des signaux d'alerte
qui cherche à appréhender un besoin. Donc, même s'il y en a qui sont désagréables là-dedans, il ne faudrait pas les voir comme étant négatifs. Ça aussi, j'entends des conférenciers parfois qui vont dire vous savez, les émotions négatives, hein, c'est difficile. Mais l'idée de qualifier les émotions négatives renvoie à l'idée qu'il faudrait les éliminer. Donc, on enlève ce qui est négatif, puis on voudrait ce qui est positif. Mais en réalité, trop de joie provoque autant de déséquilibre que trop de peur ou pas écouter sa peur. Donc, on va revenir. Joie, à quoi ça pourrait bien servir le signal d'alerte de joie? Eh bien, l'hypothèse biologique, ce serait que ça appréhende une idée. C'est comme si le corps activait des mécanismes qui disaient « Hey, on dirait que cette affaire-là, il faudrait le continuer. Là. Oublie pas, hein, continue-le, là, youpi! » Puis refais-le bientôt. Là. Donc, ça l'appréhende une répétition ou un maintien dans l'activité. Merci, Joie, de m'avoir averti. Oui, oui, je vais m'en souvenir. Là, grâce au signal qui m'envoie plein de sensations intérieures, je vais pouvoir prendre cette information-là et le refaire bientôt. Il y a des gens qui ne s'autorisent pas à vivre la joie dans leur vie. On appelle ça des rabat-joie. Casse la joie. Puis il y a des gens qui vont trop loin dans la joie. C'est des exaltés. Ça provoque des problèmes si on va trop loin ou si on n'en a pas assez. On en a besoin de juste dose. Puis la joie, c'était, si je vous disais que ce n'était pas positif, c'était agréable, bien, elle laisse ensuite la place à 4 émotions désagréables qui cherchent tous à appréhender une menace potentielle. Donc, ça veut dire que ce serait important de leur laisser jouer leur rôle. On va les couvrir les 4, puis je vais vous donner à la fin un exemple de détraquage des émotions. Donc, tristesse. Bien, la tristesse, c'est un mécanisme d'appréhension qui dit « Hey, on dirait que j'ai vécu une perte là, ou que je suis en train de subir une perte. Oh, c'est terrible. » Là, puis là, ça baisse notre énergie pour amener notre attention ici, là, sur le lieu où j'ai vécu une perte. Fait que dans le fond, c'est désagréable d'être triste, mais ça cherche à nous déranger pour pas qu'on continue à faire l'affaire qu'on trouvait intéressant là-bas. C'est pour me dire, hey, viens ici, on a subi une perte ici. Là. Puis pour m'aider à diriger mon attention là, même si ça, je trouvais ça intéressant, ben, il y a un mécanisme qui fait baisser mon énergie, puis là, qui amène mon attention ici. Donc, dès qu'on va essayer d'identifier qu'est-ce que j'ai perdu, ou qu'est-ce que je suis en train de perdre? Bien là, on est en train de laisser jouer son rôle à la tristesse. Mais il y a des gens, parfois, qui ne comprennent pas bien le rôle de ça, de l'émotion de tristesse, dans le sens où ça peut être déclenché parce qu'on a perdu un objet, parce qu'on a perdu une personne, parce qu'on a perdu un type de relation, parce qu'on a perdu une opportunité, parce qu'on a perdu espoir, parce qu'on a perdu ce qu'on voulait dire. Donc, ça peut être du plus concret au plus abstrait, mais la tristesse est toujours reliée avec une perte. Donc, c'est là qu'il faut faire un travail de connaissance de soi. La tristesse baisse notre énergie pour nous aider à identifier « Ouais, c'est vrai hein, que c'était précieux cette chose-là. Il faudrait peut-être que j'essaie de récupérer quelque chose en lien avec la perte dans ma vie. Peut-être pas avec la même personne, peut-être pas au même lieu, mais quelque chose qui y ressemble. » On passe à une troisième émotion, la colère. La colère, c'est un signal d'alerte qui sert à dire on dirait là qu'on est en train de me faire manquer de respect. Là. Non, je ne me sens pas respecté, moi, là. Non, je me sens pas respecté. Donc, c'est le besoin d'être respecté qui est appréhendé. Donc, même si c'est désagréable, éprouver de la colère, ça a une fonction à jouer. C'est de nous inviter. Vérifie donc, voir si on est en train de se faire manquer de respect. Mais comme c'est un mécanisme d'appréhension, ce n'est pas garanti que ça vient d'un manquement de respect extérieur. Parfois, c'est un manquement de respect intérieur. Ça veut dire que c'est moi-même qui me manque de respect, puis je suis tout le temps fâché. Comme par exemple, si je dors mal, que je travaille trop, dans un travail que j'aime pas, que je m'alimente pas bien, que je m'hydrate pas bien, que je vais pas aux toilettes quand j'en viens, là, j'accumule plein de tensions à l'intérieur de moi, puis là, il y a quelqu'un au bureau qui dit « Paul, veux-tu un verre d'eau? Ta gueule! » Ben, dans le fond, c'est pas l'autre personne qui me manquait de respect. C'est juste que j'avais tellement accumulé de tensions qu'il suffit d'une petite goutte d'émotion de plus, puis là, bloup, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Donc, ça serait bien de savoir se laisser toucher par l'émotion de colère. L'agressivité, la colère, ça vise juste à dire « Mais ça n'a pas respecté! » Donc, ça nous donne de l'énergie
pour remettre les frontières à la bonne place du respect. Ça nous permet de nous mobiliser nos ressources, la colère. Mais il y a des gens qui s'interdisent la colère, puis qui, dès qu'ils sentent un mécontentement intérieur, oh, il y a cause, oh non, puis ils s'en vont sur une autre émotion. On va y revenir ça tout à l'heure. Quatrième émotion, joie, tristesse, colère, peur. La peur, c'est un signal d'alerte qui sert à dire « Hey, on dirait qu'il y a quelque chose de dangereux. On dirait quelque chose. » Fait que là, fou! Augmentation de l'adrénaline puis du cortisol pour être hyper vigilant puis pour nous aider à vérifier s'il y a un danger. Donc, c'est pas toujours dangereux quand on a peur. Mais la peur, elle cherche à appréhender, à nous préparer à un état de vigilance pour identifier la menace puis se préparer au cas où. Puis là, s'il y en avait une menace, tant mieux, je suis déjà prêt, je suis déjà prêt. Mais s'il n'y en avait pas, OK. Fait que là, on vérifie. OK, là, finalement, non, ça, c'est un contexte qui n'est pas un contexte de danger. J'encrypte cette information-là en mémoire aussi. Puis là, je suis en train peut-être de rééduquer mon système affectif pour lui dire, regarde, ça, ce n'est pas un contexte de danger. Puis là, on laisse les hormones dans le sang de cortisol, l'adrénaline se dissoudre. Mais je suis encore tendu pendant quelques minutes. Les gens qui ne laissent pas jouer leur rôle à la peur, puis qui finissent par juste créer de la confusion par rapport au signal d'alerte de peur, puis qui sont sûrs et certains que quand j'ai peur, c'est dangereux, bien, ils finissent par avoir peur, d'avoir peur, puis là, dans le fond, ils sont toujours dans un état de catastrophe et de panique parce qu'ils n'ont pas laissé jouer le vrai rôle à la peur, qui était de me mettre en alerte. Puis là, je suis pas bien, là, je suis vraiment pas bien. Donc, va vérifier dans la réalité s'il y en avait un danger, puis prépare-toi au cas où sur ce qui s'en vient. Puis une fois que ça va être fait, tu vas avoir repris une maîtrise sécuritaire de l'environnement, ça va pouvoir s'apaiser. Cinquième émotion, le dégoût. Dans le fond, c'est un signal affectif qui dit, tu sais l'affaire que tu fais là présentement, on dirait que c'est pas bon ou qu'il faudrait que genre que tu arrêtes de faire ça. Expulse ça. Là. On dirait que c'est pas bon, là, que c'est pourri. Donc, si on laisse jouer son vrai rôle au dégoût, il me dérange, c'est pas le fun de ressentir du dégoût. Là. Je me sens pas bien. Bon, ben, c'est pour attirer mon attention sur le besoin d'arrêter une expérience. Prenons l'exemple de si je mange un aliment pourri, ça me dégoûte pour me protéger. Dans le fond, c'est pour mon système qui me dit « Ne rentre pas ça à l'intérieur de toi, c'est pas bon. » Bien, on peut aussi éprouver du dégoût moral ou social. Il y a certaines situations qu'on va voir, on va faire « Non, c'est pas correct de faire ça. » Puis là, on va glisser vers les sentiments, le rendu là, quand on l'étend. Mais l'émotion de base, elle sert à dire « Non, non, arrête de faire ça. » On pourrait dire que le dégoût, c'est l'inverse de la joie. La joie, ça disait « Oui, youpi, on dirait que cette affaire-là, continue à le faire. » Puis le dégoût, c'est « Arrête de le faire. » 4 détecteurs de menaces pour un détecteur de fun. Mais ça, c'est parce que c'est relié avec les hypothèses de survie biologique. Ça prend plus de possibilités de détecter des problèmes que de détecter des appréciations pour assurer la survie d'une bébite biologique là, comme nous. Puis là, qu'est-ce qui arriverait, mettons, à une personne qui commence à être détraquée sur le plan émotionnel, a pu laisser jouer son vrai rôle? Je vous ai donné quelques exemples avec la peur tout à l'heure, mais prenons l'exemple d'une personne qui mange quelque chose de pourri, là, ou qui fait une job, son travail, ça lui dit à tous les jours « Urk, je t'ai écœuré de faire ça. Urk, je t'ai écœuré de faire ça. Urk, j'aime pas mon travail, j'y vais pareil. Urk, j'aime pas prendre ce genre de mandat-là, je le fais pareil. » Puis là, elle accumule les dégoûts de Urk, mais là, elle ne respecte pas. Elle accepte les tâches dans sa vie. Peut-être qu'elle n'a pas le choix. Là. Mais ce qui risque d'arriver si on ne respecte pas le dégoût, c'est qu'à un moment donné, à force de faire des affaires qui ne me respectent pas puis qui m'empoisonnent la vie, ça se peut que je perde la santé. La perte, c'était relié avec quelle émotion, ça? Tristesse. Donc là, j'ai plus d'énergie puis je suis triste ou je suis down parce que je suis en train de perdre la santé. Là. Maudit, j'ai plus d'énergie pour aller travailler. Puis là, si je perds trop ma santé puis que ça commence à menacer même ma survie ou mon travail, peut-être que là, c'est la peur qui va allumer. Parce que quand il y a un danger potentiel, c'est la peur. Fait que là, c'était le dégoût que je n'avais pas laissé jouer son rôle, qui s'est transformé en tristesse, puis que là, qui se transforme en peur, parce que là, je vais peut-être mourir ou je vais peut-être perdre mon travail. Donc, là, on a peur. Puis là, un moment donné, je perds mon travail, là, je deviens maudit. Maudit que c'est injuste cette affaire-là. Puis là, dans le fond, c'est la colère qui allume.
Parce que là, je ne me sens pas respecté par mon patron là, qui m'enlève mon travail ou je me sens pas. C'est pas juste comparé aux autres qui ont de l'énergie, eux autres, pour faire le travail. Puis là, on pourrait même se dire, pourtant, j'ai tout ce que j'ai dans ma vie, je devrais être heureux, je devrais avoir du plaisir, puis même si j'essaye, j'ai pas de plaisir. Voyons! Puis il y a des gens qui vont essayer d'aller loin dans le plaisir, qui vont saouler la gueule super fort ou qui vont essayer d'aller faire des activités extrêmes, puis ils n'arrivent plus à ressentir le vrai plaisir. Fait que là, toutes les émotions deviennent détraquées parce qu'on n'a pas laissé jouer son vrai rôle au dégoût dans l'exemple que je viens de vous donner. Bien sûr, c'est un exemple un peu romancé, là. Parfois, il y a des gens qui vont faire toute la séquence. Parfois, il y a des gens qui vont juste faire un ou deux mix émotionnels. Mais ça nous renvoie à l'idée que on peut développer différentes manières de réagir face aux émotions. Il y a des gens qui vont avoir plus d'aisance à aborder certaines émotions. Ça peut être notamment le cas si dans votre famille d'origine, on vous a donné des exemples que la colère, c'est valorisé. Ou mettons, imprégner un modèle masculin, traditionnel, typique, que la colère, c'est correct. Mais on pleure pas de tristesse, pas de peine. Puis là, l'enfant qui intériorise ces normes-là pourrait, rendu adulte, trouver ça normal d'être colérique, puis de monter le ton, tout ça, alors qu'en réalité, c'était pas un manquement de respect, la situation appréhendée. C'était peut-être parce qu'il y avait eu une perte. Donc, la perte, ce serait tristesse. Donc, plutôt que de ressentir la perte de la tristesse, puis de peut-être s'arranger pour récupérer quelque chose en lien avec la perte, la personne, elle monte le ton, puis elle est encore plus affirmative, puis elle brasse les autres, ou elle se met à contrôler les situations externes, puis là, ça commence à se détraquer. Il est normal d'avoir des préférences développementales au cours de notre vie. Il est normal également d'avoir été influencé lorsqu'on était très jeune, notamment, vous savez, avant la disparition de la croyance au Père Noël et la Fée des Dents, là, vers 6 ans. C'est une phase très sensible, ça, d'introjection, où on va encrypter d'une certaine manière à l'intérieur de nous, on va graver les croyances normatives. Donc, c'est ce qu'on va considérer comme étant normal. Les modèles, là, on bouffe ça là, comme une éponge, on appréhende, même si les parents ne le disent pas, l'enfant, il est une éponge, il appréhende les styles de gestion émotionnelle, puis il comprend sur qu'est-ce qui est correct, pas correct, d'exprimer, de ressentir. Puis là, il va se développer plein de styles familiales, plein de styles personnels, puis ces styles d'adaptation-là ou de résistance, là, il y a un autre terme pour ça. On appelle ça la personnalité. Persona du grec qui veut dire masque. Un masque de quoi? Masque adaptatif. Donc la personnalité, ça serait le développement de préférences ou d'injonctions ou de stratégies de survie ou de stratégies de défense pour protéger l'intégrité de la personne dans différents contextes. C'est compliqué. Vous pouvez revenir en arrière pour écouter la définition. Mais gardez à l'esprit que les émotions peuvent vous envoyer un signal qui en réalité n'est pas en accord avec la vraie situation. Mais que de base, le lien est somme toute assez facile à démêler. Mais pour ça, il va falloir prendre beaucoup, on va dire, de connaissances et de sentiments de sécurité pour prendre une perspective intérieure, pour regarder qu'est-ce qui se passe en moi. C'est comme s'il faut dépasser les perceptions. Donc, ma perception présentement, c'est qu'il fait noir. C'est de votre faute, ça, vu qu'il fait noir? Ben oui, je vous parle, puis il fait noir, c'est de votre faute. Ça, c'est ma perception. Alors que ma perspective, c'est « Ah, j'avais les doigts d'en face, finalement. C'est pour ça qu'il faisait noir. Ah, OK. Là, j'ai pris une perspective intérieure. » Un jour, on peut regarder nos émotions de la même manière qu'on regarde des phénomènes extérieurs, mais ça prend de la connaissance de soi avant de pouvoir prendre une perspective. Vous savez, c'est comme le fameux 6 et 9. Donc, deux personnes qui sont face l'un à l'autre. Puis là, au sol, il y a un dessin qui est tracé. Puis il y en a un qui dit « Mais moi, je perçois que c'est un 6. » L'autre, il dit « Non, non, non. Moi, je perçois très bien que c'est un 9. » L'autre, il dit « Ben non! Je te le jure que c'est un 6. Je vois un 6. Je perçois un 6. Non, je te jure, moi aussi, c'est un 6. Maudit, mais tu me niaises. » Donc, les gens entrent en collision, sont en conflit parce qu'ils étaient prisonniers de leur perception. Donc, c'est bien. Les deux, ils avaient raison, mais c'est peut-être mal ajusté dans le sens où s'ils prenaient une perspective et qu'ils s'élevaient au-dessus de ça,
on pourrait réaliser avec perspective que les deux avaient à la fois raison et à la fois tort. Hey, c'est fucké. Ça veut dire que je peux être convaincu que mon émotion de colère, c'est parce qu'on me manque de respect, mais qu'en prenant un peu de perspective, je réalise qu'en réalité, c'est relié avec un autre mécanique, puis que c'est relié avec ma préférence ou mon aisance ou mon modèle de réaction émotionnelle qui m'a toujours conduit vers une émotion spécifique. Il faut comprendre aussi qu'on développe ça, la personnalité, les masques adaptatifs qui nous aveuglent par avantage secondaire. Prenons l'exemple de quelqu'un encore qui est dans la colère beaucoup. Quel est l'avantage secondaire qu'on peut aller chercher en étant systématiquement colérique? C'est peut-être d'aller chercher un sentiment de contrôle, mais si je contrôle la situation, je suis peut-être aussi en train de faire de l'évitement par rapport à ma peur. Parce que là, je ne ressens pas la peur. Parce que je contrôle la situation, mais j'ai peut-être peur quand même, mais je ne la ressens pas. Fait que c'est pour ça que je ne veux pas lâcher prise, parce que lâcher prise, ça me donne l'impression que je suis comme envahi par des affaires que j'aime pas à l'intérieur de moi. Non. C'est pour ça qu'il peut y avoir toutes sortes d'équations émotionnelles. Il y a des gens qui ont le dégoût facile, hein? Vous allez aller les voir, ils vont être prêts à critiquer, à mépriser, à faire ils ont le dédain facile parce qu'ils rejettent, ça leur donne peut-être une certaine forme d'impression de supériorité quand ils sont dans le dédain puis dans le rejet. C'est comme s'ils envoyaient le message à l'extérieur. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Moi, je suis au-dessus de ça. Puis là, pendant qu'ils font ça, qu'ils se positionnent eux-mêmes en position de supériorité, peut-être qu'ils sont en train de masquer leur sentiment de vulnérabilité en dessous d'eux ou la crainte d'être rejeté. On peut le voir dans des groupes d'adolescents qui vont mépriser une personne qui est réputée comme étant non acceptée dans la gang. Puis là, ils vont mépriser aussi cette personne-là pour ne pas subir le même sort. Hein. On est d'accord ensemble que celle-là n'est pas correcte? Hein? Ah ouais, hein? Donc, c'est un exemple parmi d'autres qui est possible. Ce n'est pas systématique. On voit ici la résistance et la nature conditionnelle. Il y a des gens qui vont se permettre de vivre leurs émotions, peut-être les 5, de manière très fluide lorsqu'ils sont seuls. Parce que là, ils se donnent le droit d'être vulnérables. Puis dès qu'il va avoir les yeux de quelqu'un d'autre qui va les regarder, là, ça barre à l'intérieur d'eux, puis ça redéclenche leur pattern affectif. Là ils marchent douette comme une barre, puis non. Ils vont peut-être aller vers même leur émotion préférentielle. C'est là qu'on voit à quel point c'est manipulable, hein, la réaction émotionnelle et le contact relationnel. C'est les mêmes structures dans le cerveau qui s'occupent des relations et du monde affectif. Donc, d'une certaine manière, on vit toujours des émotions et des sentiments en lien avec des relations. Toujours. On peut aussi face à des objets, mais de manière générale, c'est l'attachement à l'objet, attachement qui est relié avec la relation, normalement. J'essaie de démêler les concepts en moi. Fait que l'idée que ça soit conditionnel va faire en sorte que vous pourriez peut-être trouver ça compliqué. Il y a des gens qui viennent en thérapie puis qui vont me dire c'est bizarre, quand on vient dans ton bureau, c'est comme si je me sentais le droit d'exprimer mes émotions puis que c'est plus facile alors que quand je sors, j'ai de la misère, on dirait, dans mon quotidien. Mais c'est peut-être parce que moi, intérieurement, je suis libre de vivre toutes mes émotions puis que je suis suffisamment sécure pour me promener dans mes forces et mes vulnérabilités en même temps. Donc, si je suis surpris ou atteint ou que j'ai une montée d'une des émotions, qu'elle soit agréable ou désagréable, pour moi, ça ne crée pas de confusion. Je peux même l'écrire sur mon pad, prendre note que, là, j'ai vécu telle affaire pendant que la personne m'expliquait ça. Ça me donne de l'information sur la dynamique relationnelle. Puis étant donné qu'on est en contact, en relation, il y a un mécanisme de contagion sociale qui va se produire. Vous savez, c'est étudié dans les mécanismes, dans les théories comme la fatigue de compassion. Mettons un aidant qui va s'épuiser à la tâche à aider à comprendre la souffrance et à accueillir la souffrance des gens. Moi, personnellement, j'appelle plus ça la fatigue de sympathie. Là. Mais la fatigue communément appelée de compassion,
ça se voudrait être une espèce d'épuisement de partager la souffrance des autres. Et ça veut dire que le psychologue peut se faire contaminer par les émotions du patient, puis le patient peut se faire contaminer par les émotions ou la conviction du patient. Puis là, moi, je dis que je vais essayer de contaminer les gens avec ma conviction sur la santé. Fait qu'il y a la force de l'affirmation des propos que je dis, il y a ma conviction sur quel est le bon chemin pour aller vers la santé mentale, il y a ma conviction sur... Puis tout ça, ça va peut-être aller toucher le doute de la personne ou la confusion de la personne. Puis c'est pour ça que moi, je dois être habile à gérer mon niveau de performance en consultation pour m'accorder sur là où la personne est rendue. Et ça peut arriver que parfois, moi, je respire à des moments où la personne, c'est ça qu'elle aurait besoin de vivre, mais elle est toute poignée comme un petit pain. Donc, c'est peut-être aussi relié au mécanisme social. Donc là, je vais faire... Puis là, il y a des gens qui me disent parfois, « Tu respires beaucoup? » Oui, c'est ça, la bonne réaction face à la situation que tu me racontais. C'est peut-être d'apprendre à décrisper de l'intérieur. Puis là, la personne va dire, « Ah, OK. » Mais elle l'a senti dans son corps avant de m'en parler. Il y a des gens... J'ai oublié l'idée que je voulais aller, mais je vais rebondir sur le concept de rester libre intérieurement. C'est que si vous savez accueillir les émotions qui sont agréables, autant que les émotions qui sont désagréables, vous pourrez peut-être laisser jouer leur rôle à ces émotions-là rapidement. Et quoi de mieux qu'une petite histoire tranche de vie pour vous illustrer ça? Tranche de vie. La semaine dernière, j'avais des funérailles familiales. Puis là, les membres de ma famille essayaient de m'intégrer dans des groupes de discussion Facebook par rapport à ça. Puis là, moi, dès qu'ils m'intégraient dans un groupe de discussion, je quittais le groupe. Puis là, il y a des gens qui essayaient de me réintégrer dans le groupe, je quittais le groupe. Puis là, finalement, moi, j'ai regardé c'était quoi l'horaire de la journée. J'ai pris les informations que j'avais besoin par rapport à ces funérailles-là. Puis là, je me suis dit intérieurement, sûrement qu'il y en a là-dedans qui ont dû se questionner à savoir, mais pourquoi qu'il fait ça? Pourquoi qu'il quitte? Ça a dû éveiller toutes sortes de réactions émotionnelles à l'intérieur de certains membres de ma famille. Mais moi, quand je regardais les miennes, il y a quelque chose qui fait que quand je me faisais intégrer dans un groupe de discussion, ça me disait intérieurement, non, j'aime pas ça me faire contraindre à être dans un groupe discussionnel. Moi, je préfère la connexion un à un. Non, c'est clair que je veux pas recevoir de notifications en continu par rapport à des discussions de gens, alors que moi, tout ce que j'ai besoin, c'est l'information. Puis là, quelle était l'action juste à poser si je me mets à écouter cette action-là qui dit non? Ah, ben, dans le fond, j'ai essayé de creuser. Mon non qui me disait non par rapport à ce groupe-là, c'était peut-être un peu de dégoût. Non, ça ne m'intéresse pas cette affaire-là. Puis un peu de colère. On ne décideras pas pour moi si j'ai des notifications ou pas. Ah, est-ce que c'était méchant ou c'était un constat réel que j'observe à l'intérieur de moi? Ben, c'était un constat réel. Fait que là, j'ai regardé ça, puis je me suis dit, mes émotions, si je leur laisse jouer leur vrai rôle, ils ne savent pas mentir. Fait que, OK, ça veut dire que ça me dit refuse et établis des frontières de respect. Fait que dans le fond, quitte le groupe. Fait que j'ai quitté le groupe. C'est l'action juste qui se pose à travers moi. Donc, quand on est libre intérieurement, puis qu'on sait accueillir les émotions, qu'on connaît le besoin associé à chaque, c'est beaucoup plus facile de poser l'action juste. Puis là, j'entends déjà les gens dire « Ouais, mais là, la famille, ils vont pas être contents, puis ils vont peut-être t'en parler. » Effectivement. Il y a des membres de ma famille qui sont venus me parler en privé en disant « Voyons, pourquoi tu quittes? Là, on voulait faciliter la vie, pour que tout le monde ait l'information. Reviens dans le groupe, là. Fais comme les autres. C'est pas compliqué pourtant, tu as juste à faire comme les autres. Tout le monde le fait. » Puis là, moi, je parle directement avec la personne, j'écoute qu'est-ce que ça me fait intérieurement, puis là, je me sens en sécurité émotionnellement, parce que je l'ai déjà fait, ma bonne action. Puis là, je suis capable de voir que la personne, en réalité, ce qu'elle me parle, c'est sa peur du jugement. C'est la peur d'être exclu de la tribu familiale. Quand on a peur, ça veut dire quoi? C'était l'émotion qui disait « On dirait que c'est dangereux! » Mais c'est vrai que de manière archaïque, à l'intérieur de notre biologie, le risque de se faire exclure de la tribu, ça voulait dire mourir dans pas long, là. Donc, on garde à l'intérieur de nous des réflexes de vie en tribu, de consolidation, de conformisme, de tout faire quelque chose égal ensemble, puis fait juste faire partie du groupe, dis rien.
mais on peut dépasser ces réflexes-là. Il n'est pas question ici de correct, pas correct. Il est question de savoir être libre ou de suivre le mouvement du groupe pour avoir des avantages secondaires, d'être protégé dans le groupe ou faire partie de la famille. Parfois, c'est plus important d'avoir les bénéfices secondaires pour survivre, pour maintenir des privilèges, que d'être heureux et connecté avec le moment présent, l'action juste qui se pose à travers soi. C'est comme si je suis en train de vous dire qu'il y a un coût à être heureux. Le coût, c'est celui de se différencier. Puis la différenciation, c'est pas forcément une stratégie de survie, hein? C'est une stratégie d'épanouissement. Fait qu'il faut vraiment laisser jouer son rôle à tous les mécanismes de survie, bien les identifier pour pouvoir les sécuriser de manière réaliste, de manière consciencieuse, pour pouvoir ensuite les dépasser. Si vous ne laissez pas jouer le rôle aux émotions, ça va tout se détraquer. Si moi j'étais resté dans le groupe et que je me serais fait déranger à longueur de journée avec des notifications constantes de la famille qui font des trucs commémoratifs, qui se posent des questions, qui se parlent des soupers de famille, qui se parlent de d'autres affaires, puis là moi je reste là-dedans juste parce que il faut que je fasse partie de la famille, c'est comme si j'aurais accepté de me faire envahir dans mon esprit. Je vais vous faire une petite confidence. C'est pour la même raison que je n'écoute plus la télé depuis plusieurs années. L'idée, c'est de protéger mon esprit. Maintenant, je décide de ce que j'entre dans mon esprit. J'utilise beaucoup YouTube Premium. Donc, je n'ai pas de publicité, puis c'est moi qui décide ce que je rentre à l'intérieur de moi. Protéger son esprit, c'est quelque chose qui permet de s'épanouir. Mais gardez à l'esprit que ce n'est pas la fonction de base de notre biologie. C'est apparu en cours de route dans le développement des multiplications, de la complexification des structures neurologiques qui se rebouclent les uns sur les autres et qui fonctionnent ensemble en système. Puis un moment donné, on apprend à faire des abstractions. Là, je fais ça parce que c'est au niveau du cortex frontal. Les abstractions, ça va pivoter des objets mentaux même, fantasmer sur quelque chose qui n'existe pas. C'est une très haute capacité. Mais à la base, on laisse jouer son rôle à notre corps qui nous envoie des signaux comme douleur, chaleur, moton, pression, irritation. Puis une fois faim, soif, une fois qu'on est habile à prendre soin de son corps, on monte juste d'un étage, un petit étage de plus dans la complexification des signaux. C'est le monde affectif, donc les émotions. Il y en a juste 5. Joie, tristesse, colère, peur, dégoût. Puis là, selon les préférences ou les mix que vous allez faire ensemble dans votre histoire personnelle et votre histoire culturelle, environnementale, familiale, générale, vous allez développer des sentiments. Les sentiments, c'est des mix d'émotions ensemble mélangés avec des préférences personnelles et culturelles. Puis, si les émotions appréhendent des besoins, les sentiments, eux, appréhendent des valeurs. Puis là, on va le mettre rapidement sous pause ce thème-là, mais regarde, on va prendre un exemple fictif. Aléatoire. Sentiment amoureux. Le sentiment amoureux, il appréhende quelque chose qui est très précieux, que je voudrais probablement très profond dans la connexion avec cette personne-là, voire préférentielle exclusive. Ça ne veut pas dire la même chose, un sentiment, parce que c'est appris selon les cultures et les préférences. Ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Mais les émotions, eux, vu qu'ils y appréhendent un besoin biologique, c'est les mêmes pour tous. Ils sont reconnaissables par des expressions faciales, les 5 émotions. Alors que les sentiments, eux autres, ne sont pas forcément reconnaissables par des expressions faciales. Je vais vous faire les 5 expressions faciales. Joie, tristesse, colère, peur, dégoût. Donc, sûrement que vous êtes capable de reconnaître les 5. Fait que déjà, si vous êtes capable de piffer un petit peu sur les expressions faciales aussi des gens qui manifestent des émotions, il est à peu près dans quel registre là, affectif, vous avez peut-être une petite idée là, de ce qui se passe à l'intérieur de la personne. Mais pour être capable de faire ça, il faut quitter le monde de la perception et entrer dans le monde de la perspective. On se souvient l'affaire du 6 puis du 9, les deux avaient à la fois raison et à la fois tort.
Est-ce que j'avais pris d'autres notes par rapport à ça? Le conformisme, c'est difficile. Très difficile de se différencier. Gardez à l'esprit que le début du détraquage émotionnel, donc détraquage dans le sens de sortir de la traque initiale d'appréhension, donc une émotion qui se détraque, c'est que le signal va être joué sur une des autres émotions. Il y a une confusion sur le bon sentier à suivre. Bon ben, c'est souvent pour aller chercher des avantages secondaires. Quels sont les avantages secondaires? À se trahir soi-même, faire partie de la tribu, survivre, garder des liens privilégiés, avoir un salaire, les autres sont contents, ah, c'est pas si pire, ah, c'est comme d'habitude, parce que la familiarité, c'est un immense avantage secondaire, même si c'est pas ça que vous aviez besoin pour de vrai. Les patterns affectifs nous maintiennent dans un climat de familiarité, même si c'est pas ça que j'avais besoin. Donc, il y en a plein des avantages secondaires. Puis dès qu'on est en mesure de les identifier, on reconnaît les tensions qui montent, puis un peu comme dans l'histoire que je vous ai racontée, moi, j'ai observé à l'intérieur de moi qu'est-ce qui est monté rapidement, puis je suis resté à peu près quelques secondes dans le groupe avant de poser l'action juste, de quitter. C'est comme si je vous dis que je suis libre, puis ça me libérait d'une tension. C'est comme si ça me permis d'être disponible à ce qui se passait pour de vrai dans ma vie. Je ne suis pas resté prisonnier de la convention. Mais c'est tellement pratique, les conventions sociales. C'est comme ça que c'est ça qui nous tient ensemble à quelque part. Suis-je un rebelle? Pense pas. Suis-je marginal? Oui, oui, tu vois. La norme, ça permet de survivre, la conformité. Après ça, il y a des marginales juste à côté de la norme, puis les extrêmes criminels rebelles. Donc, ça, je ne vais pas jusque-là. Mais c'est vrai que si on se donne le droit d'être comme on est, je fais partie de la société quand même. Mais il y a certaines affaires que j'accepterai pas. Liberté intérieure. C'est ce que je vous souhaite, c'est ce que j'espère que vous mettrez en pratique également dans la connaissance de vous-même, dans l'équilibre avec vos rapports interpersonnels et votre emploi. Je ne vous invite pas à être un tyran de vos émotions et de les imposer aux autres. Je vous invite à bâtir de l'autonomie pour que vous ne vous abandonniez plus vous-même. En créant de la liberté intérieure, on crée de la disponibilité, de la sécurité affective, et c'est là qu'on peut, selon moi, aider quelqu'un d'autre à faire un pas de plus dans là où il est rendu, lui. On se retraque nous-mêmes avant d'aider quelqu'un à se retraquer. Le travail sur le plan affectif demande de s'impliquer. Plier vers l'intérieur. Implicare, plier vers soi. Ça permet d'être dans l'empathie, dans la souffrance. Puis là, on s'occupe de sa souffrance et on peut mieux comprendre celle des autres. Alors, dites-moi en commentaire, s'il y en a qui se sont rendus jusqu'ici, comment vous gérez ça, les émotions? Puis est-ce qu'il y en a une des 5 qui vous semble plus difficile? Et est-ce qu'il y en a une des 5 que vous trouvez plus facile que d'autres? Je suis bien curieux de voir ça. Et petite parenthèse finale. Vous savez, il y a des gens qui pleurent pour n'importe quelle des 5 émotions. Donc, il ne faudrait pas penser que pleurs égale toujours tristesse. Les pleurs, c'est un évacuateur d'hormones de stress dans le cerveau. Donc, on peut pleurer quand on est joyeux, quand on est triste, quand on est en colère, quand on a peur, quand on est dégoûté. Donc, petite clarification ici. Ce n'est pas juste le comportement de pleurs qui vous dit si vous êtes triste. On peut pleurer pour tout. Sur ces sages paroles, c'était le docteur Paul Simard, psychologue, et je vous dis à demain pour la suite du Psychoctober.